Bonjour chers étudiants, chères étudiantes de la filière SVI STE semestre 1. Je me présente, professeur Al-Hakimi Amal, professeur de chimie à la faculté de sciences d'Al Mehraz de Fès, qui va vous dispenser le cours de chimie générale, module chimie 1, avec mon collègue Rachid Orsel. Dans cette vidéo, je vais aborder le dernier chapitre de la première partie atomistique. C'est la classification périodique des éléments chimiques. Notre objectif est de répondre à certaines questions. Quels sont les critères qui ont permis d'établir le tableau périodique? Quelles sont les difficultés rencontrées? Quelle est alors son utilité pour les chimistes? Je commence par vous donner une historique de la classification périodique. Dès que les chimistes ont connu un nombre important d'éléments chimiques au nombre de 63 atomes, ils ont pensé à leur classification. En 1869, le premier chimiste russe qui s'appelle Dmitri Mendeleïev a eu l'idée de classer les atomes connus à l'époque par masse atomique croissante. Son génie réside dans le fait qu'il a prévu une place pour les éléments manquants et qu'il a estimé leur masse. De plus, il a remarqué que certains éléments avaient les mêmes propriétés chimiques, anticipant ainsi la notion de famille. Cependant, certains éléments lui ont posé quelques problèmes, ne sachant pas où les placer, comme les lanthanides et les gaz rares. La classification actuelle ou moderne connaît un peu de changement, regroupe 116 atomes dont 92 naturels, que l'on peut trouver sous forme d'oxyde dans les minerais. Les autres sont créés artificiellement au laboratoire et ont parfois une durée de vie très courte. La classification périodique se fait en se basant sur le numéro atomique Z au lieu de la masse atomique. On s'appuie sur la structure électronique des atomes. Donc les atomes sont classés par Z croissant et sont regroupés en mettant d'un côté et en mettant de l'autre. Voici le tableau périodique qui regroupe 116 atomes. Même on remarque ici, on a l'état de l'atome, soit l'état solide ou bien l'état liquide ou l'état gaz. Par exemple, l'hydrogène se trouve à l'état gazeux. Même pour l'oxygène se trouve à l'état gazeux. L'azote aussi, le fluor aussi, le chlore aussi à l'état gazeux. Par exemple, pour les liquides, on trouve ici c'est le Br. Pour les solides, la majorité des atomes sont à l'état solide. Dans le tableau périodique, on remarque que Z croît, le numéro atomique croît de gauche à droite dans une ligne. Donc voici la ligne. La première ligne comprend deux éléments, l'hydrogène et l'hélium. On remarque que Z croît. Par exemple, l'hydrogène, Cz est égal à 1. Si on passe l'hélium, Cz est égal à 2. Après l'hélium, on aura le lithium, 3, Z3, Z4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. De même, Z croît de haut en bas. L'hydrogène Cz est égal à 1, le lithium Cz est égal à 3. Le tableau périodique est constitué de 7 lignes. Vous remarquez ici, il est noté 7 lignes. Voilà, et cette ligne, elle est numérotée. La première ligne, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième ligne. Donc, pour la première ligne, comprend, on a déjà dit, c'est l'hydrogène, l'hélium. La deuxième ligne comprend les éléments, les knofnés. La troisième ligne, c'est Namgal Sipsclair. Ça, c'est juste méthode pour apprendre le symbole de l'atome. On a déjà dit que le tableau périodique est constitué de 7 lignes appelées périodes.
Le numéro de la ligne indique le nombre de couches électroniques autour du noyau de l'atome correspondant. Par exemple, la première ligne n est égale à 1 correspondant à la couche K. 2 à la couche L. M, N, P, Q, R. Il y en a aussi 18 colonnes appelées famille ou groupe. Le numéro de la colonne indique le nombre des électrons sur la couche externe. Donc, vous remarquez ici, il y avait 18 colonnes, 1, 2, jusqu'à 18 colonnes. Quelques définitions courtes et précises des mots comme période, comme famille. Période. Les éléments d'une même période ont la même valeur de nombre quantique principal, maximal n. On a déjà dit, la période, c'est la ligne. Donc, la période, c'est la ligne. Donc, chaque ligne, le nombre quantique principal, maximal, c'est 1. Donc, la première ligne, c'est n est égal à 1. La deuxième ligne, bien la deuxième période, c'est n est égal à 2, etc. Pour famille, pour les éléments appartenant à une même colonne, la structure électronique externe est identique et ont des propriétés chimiques voisines. Donc pour la première ligne, pour la première colonne, si on prend la première colonne, la couche externe, c'est NS1, sauf l'hydrogène, c'est 1S1. Donc, pour tous les atomes qui se trouvent dans la première colonne, la couche externe, c'est NS1. Donc, pour le lithium, c'est 2S1, ça c'est 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. D'accord? Après, donc, chaque colonne contient même structure électronique, bien sûr de la couche externe. Pour les colonnes, donc, on a vu les colonnes, il y en a 18 colonnes. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y avait des chiffres romains suivis par des indices A. Donc, il y avait les chiffres 1, 2 jusqu'à 7. Après, il y avait les lettres A. Vous remarquez ici, il y avait B. Donc, ici, il y avait A. Donc, ça signifie quoi? Ces chiffres romains et les indices A et B. Donc, pour les chiffres romains 1, 2, 3 jusqu'à 8, indiquent le nombre des électrons de valence. Par exemple, la première colonne, il a un électron de valence. La deuxième, 2 électrons. On passe ici, c'est 3A, 3 électrons. 4 électrons de valence, 5 électrons, 6 électrons de valence, 7 électrons de valence, 8 électrons de valence. Donc, donc je prends la colonne, c'est-à-dire je parle de la colonne. Après, on va voir les lettres. Donc, les lettres A et B indiquent la nature des électrons de valence. C'est-à-dire, est-ce que dans la sous-couche S, ou bien la sous-couche P, ou bien la sous-couche D, ou bien la sous-couche F. Donc, pour le groupe A, bien la lettre A contient les éléments dans la couche externe CNS. Donc, les colonnes qui ont la couche externe NS, c'est les 2 colonnes. C'est pour cela on a un chiffre romain suivi de A. Après, on a ici qui est en vert avec le jaune, c'est NS-NP. C'est 1 NS2, NP, ça dépend de quelle colonne. Donc, ça dépend de quelle colonne. Par exemple, la troisième colonne, ou bien la première colonne dans ce bloc-là, on a NS2, c'est-à-dire NS2, NP1. En résumé, le tableau périodique est constitué de 18 colonnes, 7 groupes de A, donc groupe de A c'est 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Après, il y avait 7 groupes de B, commencez par ici, c'est 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Qu'est-ce que vous remarquez dans 8B? Donc 8B,
contient 3 colonnes. Donc ça, c'est un cas particulier. Notez bien sûr le groupe 8B formé de 3 colonnes. Donc, rassemble ces 3 colonnes connues sous le nom des triades qui ont même propriété. Donc, les 3 colonnes ayant même propriété chimique. Qu'est-ce qu'il nous reste? La dernière colonne, le tableau périodique, c'est le groupe 8A correspondant au gaz rare, ou bien gaz noble, ou bien gaz inerte. Couche externe de ces éléments est saturée. En fonction de la place de l'élément, la classification permet de connaître le nombre des électrons sur la couche externe et réciproquement. C'est-à-dire, à partir de Z, je peux savoir la couche de valence, et la couche externe. À partir de la couche externe, je peux classer l'atome dans le tableau périodique. Je peux savoir il est où, donc la place, il est au dessus, c'est-à-dire je peux savoir la famille, je peux savoir, après on va voir le bloc, je peux savoir la période. Réciproquement, parfois, il nous donne ces informations et à nous de donner la structure électronique ou bien Z. Donc bien sûr, c'est même démarche, c'est juste l'inverse. À partir de ces données, on aura la couche externe. À partir de la couche externe, c'est la structure électronique ou bien la configuration électronique. Après, on compte le nombre des électrons. À partir du nombre des électrons, c'est le numéro atomique Z. On a encore un avantage, c'est à partir de tableau périodique, je peux déduire le type d'ion que l'atome va former. C'est-à-dire, à partir du classement de l'atome, je peux déduire quel ion qui va former l'atome. Par exemple, je sais très bien que l'hydrogène, il nous donne H+. Par exemple, Cl, le chlore, il nous donne Cl-. Mais je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi pas Cl, il peut prendre un ion anionique bivalent, c'est-à-dire 2-. L'oxygène, c'est O2-. Mais pourquoi pas l'oxygène, c'est l'oxygène plus? Donc, on va répondre à cette question, à ces questions-là. Je prends la première famille, bien la première colonne. Donc, la colonne, je commence par la première, c'est ça la colonne 1,1, s'appelle famille des alcalins. Couche de valence, c'est NS1. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y avait un électron. Dans la couche de valence, il y avait un électron, c'est-à-dire il y a un électron dans la couche de valence et un électron célibataire. Donc, l'électron célibataire, cette famille, ils ont la particularité qu'il va perdre l'électron. Donc, il va perdre l'électron. Il perd l'électron facilement. Donc, s'il va perdre l'électron, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va donner un élément, ou bien un ion cationique monovalent. C'est Na+, K+, CS+, Rb+. Donc, c'est pour ça on trouve que les atomes qui se trouvent dans cette colonne ou bien dans cette famille, elles nous donnent des cations monovalents. Je passe la deuxième colonne, la famille des alcalineux terreux. Couche de valence, c'est NS2. Donc, NS2, il y a 2 électrons de valence, il n'y a pas des électrons célibataires, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va participer par ces 2 électrons. Il va perdre ces 2 électrons. S'il va perdre 2 électrons, il va nous donner un cation bivalent. Donc, c'est dans le cas de Mg2+, Ca2+, Cr2+, Ba2+, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent dans la famille des alcalineux terreux. Les autres colonnes, comme la colonne suivante, c'est la colonne 3A, la famille de bord. Structure électronique externe, c'est NS2, NP1. Donc S saturé, on passe à la sous-couche B. C'est ça, c'est la famille de bord, ou bien la famille de terreux. Qu'est-ce qu'on a déjà dit? Que lorsque on change de colonne, lorsqu'on passe d'un colonne à l'autre, on ajoute un électron. Donc c'est pour ça qu'on a ici, c'est NS2, NP1. La colonne suivante, bien la famille des carbonites, structure électronique externe, c'est NS2, NB2.
Voilà. La colonne suivante, c'est la colonne des azotides, structure électronique externe NS2, NP3. Voilà. Si je prends cette famille, c'est la colonne 6A, c'est la famille de l'oxygène au chalcogène, au sulfuride. Structure électronique, c'est NS2, NP4. Donc NS2, NP4, la sous-couche S saturée, donc P, elle a 4 électrons. Donc 4 électrons, elle a 2 électrons célibataires. Donc pour que la sous-couche P soit saturée, elle a besoin de gagner les 2 électrons. Donc ici, dans ce cas-là, je pense que c'est très facile qu'il va essayer de capter les électrons au lieu de perdre 4 électrons. C'est pour cela qu'il nous donne des anions bivalents, comme O2-, S2-. Donc pour l'instant, on sait très bien pourquoi l'oxygène, il nous donne, ou bien il prend la charge de moins, la charge négative. Par contre, ici, Na+, c'est la charge positive. La colonne suivante, c'est la colonne 7A, c'est la colonne des halogènes. Couche de valence, c'est NS2, NP5. Donc P5, pour que la sous-couche P soit saturée, il a besoin juste d'un électron. Donc il va essayer de capter l'électron. Il va essayer de gagner l'électron. S'il va gagner l'électron, il va nous donner des anions monovalents comme F-, Cl-, Br-. Donc les éléments qui se trouvent dans cette colonne, la colonne 7A, la famille des halogènes, ils nous donnent des anions monovalents. Ces atomes-là sont tellement réactifs qu'on ne les rencontre qu'à l'état combiné dans la nature. C'est-à-dire que c'est très rare qu'on trouve par exemple le chlore Cl- tout seul. Toujours on trouve combiné avec, par exemple, avec les alcalins pour former les sels. Donc, ces atomes ont la propriété de former les sels. Cette famille tire son nom d'un mot grec qui signifie générateur de sels, c'est-à-dire il forme les sels avec la famille des alcalins. Et aussi, il permet de nous donner même les acides forts avec l'hydrogène, comme HCl, HBr, HF. La dernière colonne du groupe A, c'est la colonne 8A, c'est la famille, on a déjà dit, c'est la famille des gaz rares. La couche externe, c'est saturé, c'est NS2, NP6, sauf dans le cas de l'hélium, c'est 1S2. La famille suivante, c'est la famille des éléments de transition, ou bien on appelle la famille des métaux de transition, ou bien des éléments métalliques. C'est-à-dire, il y avait le mot métal. Donc, c'est la famille des métaux. C'est-à-dire, c'est ça qui est en rouge. Il se trouve ici que les métaux. On trouve dans la famille des éléments de transition que les métaux. Les métaux, ce sont des cationiques, bien sûr à valence multiple. La nature, on trouve parfois Fe2+, Fe3+, Ce+, Ce2+, Zn2+, Al3+. Voilà. Donc la couche externe, d'abord, la famille des éléments de transition, donc, qui est en rouge. Donc, qui est en rouge, c'est les éléments de transition ou bien les métaux de transition. Donc, les métaux de transition sont de bons conducteurs d'électricité et de chaleur. Ils ont un éclat métallique, c'est-à-dire brillant. Couche externe, c'est N-1 dx, NS2. Donc, D, c'est la sous-couche D. Donc, X, il peut prendre 1 à des électrons maximum. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que D contient 5 cases quantiques. Chaque case quantique, il peut prendre maximum 2 électrons. Pour les blocs, donc pour les blocs, je préfère de vous donner le tableau périodique sous forme de la couche externe. Donc pour la couche externe, si je prends la première, les deux premières colonnes,
qu'est-ce que vous remarquez dans les deux premiers colonnes? Toujours, il y avait l'existence, d'un sous-couche S. Donc, il y avait S, les deux colonnes. Toujours, il y avait S, bien sûr, ce qui change, soit la ligne, soit la période, soit le nombre des électrons. Mais toujours la présence de S. C'est pour cela appelé bloc S. La même chose pour P. Donc, pourquoi P? On remarque, la dernière sous-couche, c'est P, qui change, bien sûr, c'est le nombre des électrons, mais toujours, il y avait P, appelé bloc P. La même chose pour D, la sous-couche, la dernière sous-couche, c'est D, c'est pour ça, ils l'ont appelé le bloc D. Même chose pour le bloc F. Donc, le tableau périodique est divisé en 4 blocs. On a le bloc S, le bloc P, le bloc D, le bloc F. Donc, ces blocs ayant même couche externe et aussi même propriétés chimiques. On résume. Donc, pour le bloc S, structure électronique externe NS1 ou NS2, il comprend deux colonnes, la première colonne et la deuxième colonne. On a deux familles, c'est la famille des alcalins et la famille des alcalins terreux. Pour le bloc P, on trouve ces colonnes de 3A à 8A. Couche externe, c'est NS2, NPX. Le bloc D, on a déjà dit la structure électronique externe, c'est N-1 DY, NSY. Il prend les colonnes de ce bloc D, les colonnes de 1B à 8B. Il ne faut pas oublier que 8B comprend 3 colonnes. Donc, ces éléments de transition, ils ont la particularité de former les complexes. On sait très bien, pour former le complexe, on a besoin d'un métal. Les métaux se trouvent où? Ils se trouvent dans le bloc D. Pour le bloc F, structure électronique externe, c'est N-2 FX, N-1 DY, NS2. Donc, pour F, il peut prendre le nombre des électrons entre 0 et 14 parce que F contient 7 cases quantiques. Donc, pour les éléments, on a N est égal à 6, appelé famille les lanthanides. Donc, c'est ça. Ça, c'est les lanthanides. N est égal à 7, c'est la famille les actinides. Donc, ces atomes sont tous radioactifs et sont très lourds de point de vue la masse atomique et de point de vue Z. Ils sont tous radioactifs, très utilisés dans la physique nucléaire, même en médecine. Un exercice d'application pour mieux comprendre. Comme exemple, j'ai pris l'atome de carbone qui a le nombre des électrons ou bien le numéro atomique Z est égal à 6. La question, à nous de chercher la période, la colonne, la famille et le bloc. On a Z. La question, c'est de donner le classement de l'atome de carbone, de l'atome de carbone dans le tableau périodique. Donc, la procédure à suivre, la première des choses, il faut donner la configuration électronique. Donc, on commence par la configuration électronique. Bien sûr, la configuration électronique doit vérifier les 4 règles de remplissage. Les 4 règles de remplissage, c'est la première, c'est la règle de stabilité, Kleshowski, la règle de Hind, la règle de Pauli. Après la configuration électronique, on cherche la couche externe. On sait très bien que la couche externe, contient N le plus grand. Donc, N le plus grand, c'est 2, qui est le plus grand. Donc, la couche externe, c'est 2S2, 2P2, c'est-à-dire la couche qui se trouve à l'extérieur. Par contre, 1S2, c'est la couche plus profonde. Il contient les électrons de cœur. Par contre, ces électrons, on les appelle les électrons de valence.
6 électrons, on a 6 électrons le total, répartis sur deux couches électroniques. La première couche K, pour n est égal à 1, 1s2. La deuxième couche, c'est L, c'est n est égal à 2. Et là, 4 électrons. Donc, c'est pour cela qu'on n'a qu'à 2 électrons, saturé la couche K. L, c'est 4 électrons. Bien sûr, il est insaturé parce qu'on a juste 2 électrons dans la sous-couche P. Où se trouve le carbone? Donc, à partir de la couche externe, je peux déduire que le carbone se situe dans l'intersection de la deuxième ligne. Pourquoi la deuxième ligne? Parce que deux couches occupées. C'est K, L. On est dans L. Donc c'est pour cela qu'on a la ligne 2 ou bien période 2 parce qu'il y avait ici 2. Et dans la quatrième colonne. Donc pourquoi quatrième colonne? Donc quatrième colonne, on sait très bien que colonne, c'est le nombre des électrons dans la couche externe. On a combien des électrons dans la couche externe? C'est 4. On a 4 électrons, donc ils se trouvent dans la colonne 4, dans la quatrième colonne. Donc après, il faut chercher. Appartient à quatrième colonne. Mais de quelle de quelle lettre? Ou bien de quel groupe? Est-ce que dans le groupe A ou bien le groupe B? Donc le groupe A réservé pour le bloc S et le bloc B. B réservé juste pour le bloc D. Donc toujours le retour vers la couche externe. Qu'est-ce qu'on a dans la sous-couche, la dernière sous-couche? C'est B. Donc le carbone appartient au bloc D. Bien, le carbone se trouve dans le bloc B. Pardon. Le carbone se trouve dans le bloc B. En résumé, période, c'est n est égal à 2. On a déjà dit pourquoi n est égal à 2. Donc, voilà. Le bloc, c'est le bloc B. Voilà. C'est la sous-couche B. La colonne, c'est la colonne 4A. Parce qu'il a 4 électrons dans la couche de valence. La famille, c'est la famille des carbonides. Carbonides, on a déjà vu que les familles, il y en a la famille de bore, la famille de carbonides, la famille des azotides. Donc, ces noms-là, il prend le nom de la première de l'atome qui se trouve en tête de la colonne. Donc, je sais en tête de la colonne, c'est à partir de la période 2. Parce que la période 1 contient juste l'hydrogène et l'hélium. Donc, on passe les propriétés. Donc, les propriétés chimiques de l'atome dépendent particulièrement de sa configuration électronique de la couche externe. Parmi les propriétés qui peuvent donner une idée sur le comportement chimique de l'atome, on cite l'aptitude à perdre ou gagner des électrons, c'est-à-dire l'atome, il va réagir pour gagner ou perdre d'électrons de façon à avoir comme structure électronique externe celle des gaz rares, le plus proche, et la capacité de déformation du nuage électronique. Donc, parmi ces paramètres, le rayon atomique. Donc, le rayon atomique, c'est la moitié de la distance séparant deux atomes d'un même élément liés par une liaison covalente. Donc, liaison covalente, c'est une liaison chimique, c'est la mise en commun des électrons. C'est-à-dire chaque atome il va participer par un électron pour former une liaison. La définition la plus simple de rayon atomique, la distance entre le noyau et la dernière couche électronique de l'élément. Le noyau, le centre, entouré par les couches K, L, M, N, P, Q, R. Par exemple, l'hydrogène, il est juste dans la couche K. Si on a déjà vu le carbone, dans la couche L. Si je prends par exemple le chlore, dans la couche 3. Donc, bien sûr, le rayon change. Le rayon de l'hydrogène,
c'est-à-dire la distance entre la couche K et le centre, c'est pas la même que la distance entre le rayon vers la couche L. On va voir l'évolution de rayons atomiques selon bien dans le tableau périodique. Donc, voici le tableau périodique, mais avec des significations de rayons atomiques, c'est-à-dire le rayon atomique représenté selon la taille de sphère, c'est-à-dire l'évolution. Est-ce qu'il va, la taille, est-ce elle sera plus grande ou bien plus petite, etc. Qu'est-ce que vous remarquez si je prends la période? Donc, selon une période, qu'est-ce que vous remarquez? Je prends l'exemple, ça se voit très clair. Donc, la première, la tombe, et ça se voit que la taille de la sphère est plus grande. Après, la taille de la sphère diminue. D'accord? C'est-à-dire, je sais très bien, dans une période, Z augmente. Donc, on ajoute par un électron. Par exemple, lithium, si on a déjà dit c'est 3, donc après c'est 4, etc. Donc Z augmente, le rayon atomique diminue. C'est dans une période. Si je prends la colonne, donc la colonne, ça se voit que la taille de la sphère ou bien la taille de l'atome très petite, après elle sera grandie. Donc le rayon atomique, si Z augmente, le rayon atomique augmente. Un exemple, comme exemple, j'ai pris la colonne, c'est pas la colonne, c'est la ligne 2, c'est les Bebe Knopf, donc Ne, les gaz rares. Donc, on a déjà dit ici les Bebe Knopf, Ne. Donc, Ne, c'est appartient aux éléments des gaz rares. Donc, il manque, pour la ligne 2, il manque Ne. Donc, lithium. Lithium, c'est Z est égal à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, Z augmente. On a déjà vu que si Z augmente, le rayon atomique, il va diminuer. Donc, effectivement, d'après le calcul, ils ont trouvé que le rayon atomique diminue. Donc, on va voir un autre paramètre, c'est le potentiel d'ionisation. Donc, ça veut dire quoi potentiel d'ionisation? Ou énergie d'ionisation. C'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron d'un atome à l'état gazeux. Ou bien, c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un atome dans son état fondamental et à l'état gazeux pour lui arracher un électron. Ce qui est très important, c'est l'état fondamental et l'état gazeux. C'est-à-dire, on prend les atomes qui se trouvent à l'état gazeux pour qu'ils nous donnent un élément qui prend la charge positive. C'est-à-dire, il va arracher un électron. Arracher, c'est-à-dire, il va perdre un électron. Donc, c'est ça l'énergie d'ionisation. Donc, l'énergie d'ionisation, toujours positive, généralement exprimée en électrovolts. On va voir l'évolution selon le tableau périodique. Si je prends même période, Z augmente, le potentiel d'ionisation augmente. La colonne, Z augmente, le potentiel d'ionisation diminue. C'est l'inverse de rayon atomique. Je passe paramètre suivant, c'est l'affinité électronique. Donc, le phénomène d'affinité électronique, c'est le phénomène inverse de potentiel d'ionisation. Au lieu qu'il va arracher, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va capter un électron, mais toujours l'atome à l'état gazeux. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Un élément chargé négativement. Donc, l'affinité électronique, c'est l'énergie dégagée lorsqu'un atome gazeux capte un électron. Même chose exprimée en électron-volt. C'est un phénomène inverse de l'ionisation. L'évolution, c'est même évolution que le potentiel d'ionisation.
Dans une période, sur une même période, Z augmente, l'affinité électronique augmente. La colonne, c'est Z augmente, l'affinité électronique diminue. Ça, c'est juste un exemple. L'électronégativité. L'électronégativité, c'est le pouvoir d'attirer un électron par un élément dans une liaison covalente. Un élément qui perd facilement un ou plusieurs électrons est dit électropositif. Donc l'électronégativité, on va voir l'évolution de l'électronégativité dans la classification périodique ou bien dans le tableau périodique. C'est la même chose, même évolution, l'affinité électronique et le potentiel d'ionisation. C'est-à-dire sur une même période, Z augmente, l'électronégativité augmente. Colonne, Z augmente, l'électronégativité diminue. Donc, il y en a les trois paramètres pour l'évolution de ces trois paramètres, c'est même évolution dans le tableau périodique ou bien dans la classification périodique. Par contre, le rayon atomique, c'est l'inverse. On va voir le calcul de l'électronégativité. Donc, il y avait deux méthodes sous les noms des chercheurs qui s'appellent Pauling et Mulliken ont été utilisées pour évaluer l'électronégativité. Donc, on a déjà vu, c'est juste l'évolution. Est-ce que cet atome il est plus électronégatif que l'autre, ou bien, etc. Ou bien le potentiel, ou bien le rayon, etc. Mais après, on va essayer de donner une valeur. Donc, on va voir le calcul de l'électronégativité selon Pauling et selon Mulliken. Je commence par Mulliken, qui est plus facile. Juste, il a pris en considération l'énergie d'ionisation et l'affinité électronique. Donc, l'électronégativité, c'est la moyenne des deux, tout simplement. Comme définition, selon Mulliken, il a considéré l'électronégativité comme la moyenne arithmétique de l'énergie d'ionisation et de l'affinité électronique. Donc, l'échelle de Pauling, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a relé l'électronégativité de deux éléments A et B. Elle a considéré que B plus électronégatif que A. Après, qu'est-ce qu'elle a? Elle a ajouté l'énergie de dissociation de la molécule A2, l'énergie de dissociation de la molécule B2, c'est-à-dire après l'énergie de dissociation de la molécule AB. Soit on a même atome ou bien des atomes différents. Donc, l'écart d'électronégativité entre deux atomes, A et B, comme exemple, c'est, donc voilà l'écart. Elle a considéré que B qui est plus électronégatif. Si elle a considéré A, on doit commencer par A. Donc, l'électronégativité de B moins l'électronégativité de A est égale à 0,208, le racine de l'énergie de dissociation AB moins la racine de l'énergie de dissociation de A2 fois l'énergie de dissociation de B2. Bien sûr, après les calculs, voilà, c'est ça la relation finale. Le dernier paramètre, c'est le moment dipolaire. Donc, le moment dipolaire, c'est une force. C'est une force appelée moment dipolaire, c'est-à-dire la force qui va exercer. On a deux atomes, donc le moment dipolaire, c'est entre deux atomes. Donc, on a deux atomes, donc le moment dipolaire, c'est la force exercée par l'élément plus électronégatif vers l'élément qui est le moins électronégatif. C'est-à-dire, il y avait une force, chacun il va essayer d'attirer vers lui, mais qui est le plus électronégatif, il va attirer vers lui le moins. Donc le moment dipolaire, il passe le moins électronégatif, l'élément plus électronégatif à le plus électronégatif. Mais si on a A2, même atome, qu'est-ce que vous remarquez? Même atome, c'est-à-dire il y avait même nuage électronique, même électronégativité, même force. S'il y avait même force,
Est-ce qu'il y avait ici force qui va attirer? Donc, ils sont les mêmes. Donc, dans ce cas-là, le moment dipolaire est égal à 0. Donc, pour les atomes, pour les molécules diatomiques homonucléaires, le moment dipolaire est égal à 0. Pourquoi? Parce que la liaison est symétrique par rapport au plan médiateur de l'axe AA. Les deux atomes ont la même force, donc la molécule est non polaire. Par contre, pour les molécules diatomiques hétéronucléaires du type AB, le moment dipolaire est différent de 0 parce que les deux éléments les deux atomes sont différents. De point de vue l'électronégativité, de point de vue la force, de point de vue le nuage électronique, etc. Donc, pour mieux comprendre, un exemple de la molécule HCl. Donc, on a HCl, deux atomes différents, l'hydrogène et le chlore, la couche externe différente. Donc, pour HCl, on a une liaison covalente entre l'hydrogène et Cl. Il y a un recouvrement électronique, c'est-à-dire il y avait le changement, bien recouvrement des électroniques entre l'hydrogène et le chlore. Donc pour l'hydrogène, il y avait un petit nuage. Par contre, le chlore, il y avait un grand nuage. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, la couche externe, c'est un S1, c'est juste la couche K. Par contre, le chlore, elle est dans la ligne, bien dans la période 3, dans la couche 3, c'est K, L, M, dans la couche M. Donc le nuage électronique du chlore, il va être plus que le nuage électronique de l'hydrogène. Après, on va voir le moment dipolaire. Donc l'existence d'une force à l'intérieur de la molécule qui fait le chlore, donc le chlore, attirer le nuage électronique vers lui. Donc le grand qui va gagner. Donc la force, donc le grand qui va gagner. Vers lui, cette force est appelée moment dipolaire. Cette force se déplace de l'élément moins électronégatif vers l'élément le plus électronégatif, c'est-à-dire le moment dipolaire, il va passer l'hydrogène à le chlore. Donc le chlore, il va attirer le nuage de l'hydrogène. Donc après, on va voir pour les charges. Donc pour l'hydrogène, il prend la charge plus parce qu'il a un déficit en électrons, moins parce qu'il a un excès des électrons. Donc le calcul de le moment dipolaire, voilà la relation, c'est le moment dipolaire, c'est ça, la charge partielle fois R. R, c'est-à-dire, c'est la distance internucléaire. Donc c'est ça R, c'est la distance entre les deux atomes. Donc le moment dipolaire, c'est la valeur absolue. Il y en a parfois on aura positif, parfois on aura négatif. D'accord? Ici, bien sûr, c'est les vecteurs. Qu'est-ce qu'il nous donne? C'est la charge fois la charge d'électrons fois la distance internucléaire. Donc comme exemple, on a pris c'est HCl. Donc, voilà la relation. C'est ça la relation, mais la relation c'est en unité coulomb-mètre. Donc, si vous appliquez cette relation, vous donnez le moment dipolaire en coulomb-mètre. Si vous pouvez convertir en Debye, juste, voilà la relation, 1D est égal à 3,310-30 coulomb-mètre. La relation finale, c'est le moment dipolaire, c'est 4,8 que vous devez tenir, c'est ça, 4,8 que la charge fois D, la distance internucléaire, l'unité c'est D, c'est en degrés. Si vous prenez cette relation, c'est en coulomb-mètre. Remarque, si on a la charge partielle égale à 0, la liaison covalente différente de 0, la liaison covalente différente de 0, la liaison polaire. Un exemple, juste pour le calcul de le moment dipolaire, pour la molécule HF, donc on a changé ici la molécule, on a le moment dipolaire 1,83 D. La distance internucléaire,
de HF, c'est 0,92 Å. La question, on cherche à calculer la charge partielle de la molécule. Donc, quelle est la charge partielle? Est-ce que la charge partielle, c'est Q? Non, la charge partielle, voilà la charge partielle. Donc, on a le moment dipolaire, voilà l'unité. Toujours, il faut faire attention les unités. Donc, l'unité, on a l'unité de Debye, donc automatiquement, je vais appliquer cette relation. Voilà, donc cette relation, c'est le moment dipolaire, 4,8 Q fois D. Mais au lieu de HCl, c'est HF. D'accord? Donc, Q, c'est quoi Q? C'est la charge partielle sur la charge de l'électron. Et là, pour la charge électron, après le calcul, ils ont trouvé que c'est 0. L'application numérique, c'est 0,48 fois la charge de l'électron, c'est 1,610 moins 19 coulombs. Okay. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions. Après, on va voir pour la prochaine vidéo la liaison chimique.